Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur le Ministre, chers collègues, au moment d'introduire mon propos, je tiens à nouveau à rendre hommage à Samuel Paty, lynchement assassiné pour avoir enseigné l'esprit critique et la liberté d'expression. Pour la 4e année consécutive, la mission enseignement scolaire du projet de loi de finances est lacunaire et largement en deçà de nos attentes et de celles des personnels de l'éducation, des élèves et de leurs parents. Tout d'abord, ce sont les collégiens et lycéens qui vont pâtir de votre politique, puisque 1800 emplois d'enseignants sont voués à disparaître, alors que ce ne sont pas moins de 23 300 élèves qui sont attendus en plus. Les enseignants ne seront pas en reste, puisqu'ils devront compenser ce manque en réalisant des heures supplémentaires afin de maintenir les moyens d'enseignement devant élèves. Les effectifs augmentent, mais les emplois diminuent. Ce ne sont pourtant pas les candidats qui manquent. Les enseignantes et les enseignants placés sur les listes complémentaires n'attendent que leur affectation. Je vous rappelle que ces postes sont budgétisés. Au lieu d'ouvrir davantage de postes au concours de recrutement, vous préférez embaucher du personnel précaire. Pourquoi en demander toujours plus à nos enseignants qui se démènent depuis des mois avec des protocoles sanitaires successifs, notamment, et une réforme du bac qui pèse déjà de façon conséquente sur leurs épaules? Dernièrement, j'ai été destinataire d'un courrier de l'équipe enseignante de la cité scolaire du Couserans dans ma circonscription. Elle souhaitait m'alerter sur les difficultés rencontrées depuis la rentrée et notamment l'impact que la réforme du bac a sur les emplois du temps. Il me semble pertinent que vous en preniez connaissance. Il dénonce la complexité de construction des emplois du temps avec les systèmes de groupe EDS. Des heures libres entre 2 heures de cours difficiles à exploiter pour le travail personnel, des plages de cours réduites à 1 heure consécutive en première, en français et en histoire par exemple, quand les besoins sont de 1h30 à 2 heures pour s'installer dans un temps long de travail afin de préparer des épreuves d'une durée de 4 heures. L'impossibilité de placer sur les emplois du temps les heures de vie de classe et les heures dédiées à l'orientation. Malgré la crise sanitaire, vous vous entêtez à poursuivre une réforme du bac et du lycée qui ne fait qu'accroître les inégalités sociales et territoriales. Cette crise sanitaire agit d'ailleurs comme un révélateur des insuffisances des choix en matière de politique éducative ces dernières années. Quelles mesures sérieuses ont d'ailleurs réellement été prises? Le nécessaire de masques et gel hydroalcoolique manquait à la rentrée et les stocks se sont vite épuisés. Les masques de la marque Dim en nombre insuffisant dans les établissements sont déjà hors d'usage 1 mois après la rentrée. De plus, ils sont potentiellement toxiques pour nos enseignants. Suite à une interpellation de ma collègue Sabine Rubin à ce sujet, vous avez finalement concédé au fait que cette information, jugée dans un premier temps comme une vaine polémique, nécessitait des vérifications. Leur distribution sera finalement suspendue dans l'attente des résultats d'une expertise. Très bien. Toutefois, et cela fait maintenant des semaines que nous le martelons, l'État se doit de distribuer à tous les personnels et à tous les élèves des masques chirurgicaux gratuits. Les médecins scolaires et infirmiers manquent dans nos écoles. Ils sont moins d'1 millier en France pour plus de 12 millions d'élèves. 1/3 des postes sont vacants. S'ajoute à cela le manque de masques inclusifs pour les élèves en situation de handicap. En CP et grande section, ceux pour les séances de phonologie promis avant la Toussaint ne sont jamais arrivés dans les écoles. Enfin, vous faites à nouveau la part belle au privé. En effet, l'enseignement privé obtient 7,77 milliards d'euros de crédits de paiement, soit une augmentation de 1,69% par rapport au PLF de l'année dernière. C'est votre choix de société, monsieur le ministre, ça n'est pas le nôtre. Nous préférons l'école laïque, obligatoire et gratuite, celle que nous reconnaissons comme fille de la République. Merci. Donc, tous les discours consistant à dire que ce quinquennat n'aurait pas mis les moyens sur l'école sont très contredits par ce que je viens de dire. Bien sûr, les additions pour les précédents quinquennats n'iraient pas non plus au-delà des 2,3 milliards d'euros du quinquennat précédent. Donc, il y a une augmentation budgétaire hors du commun à l'occasion de ce quinquennat. Et oui, monsieur le député Larive, j'assume complètement les déclarations que j'avais faites qui disaient que ça allait être exceptionnel. Et en effet, ça l'est. Ça l'est d'autant plus qu'il y a une vision sur plusieurs années. C'est vrai à l'échelle du quinquennat, mais c'est vrai aussi pour la perspective qui est dressée et pour le travail fait au travers du Grenelle, sur lequel je reviendrai dans un instant. La rationalité de ce budget, encore une fois, je réponds à plusieurs questions en disant cela, elle est de constater ce que l'OCDE nous dit, et plusieurs d'entre vous ont cité l'OCDE, c'est-à-dire que la France est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en matière de premier degré. Et il n'y a jamais eu un rattrapage aussi fort, aussi rapide sur le premier degré qu'au cours de ce quinquennat. C'est évidemment de la plus haute importance, puisque c'est
c'est justement ce que constatait l'OCDE. Et c'est vrai que nous avons fait des suppressions de postes parfois dans le second degré compensées par des heures supplémentaires. C'est une politique assumée parce que par ailleurs l'OCDE nous dit que nous dépensons plus que la moyenne des pays de l'OCDE sur le second degré. Ça ne veut pas dire qu'on se met à dépenser moins pour le second degré, mais en matière de postes, on tient compte aussi de la démographie des prochaines années. C'est une stratégie sur la durée, c'est-à-dire que la baisse du nombre d'élèves va commencer à se voir au cours des prochaines années, et nous aurons donc un nombre de postes adaptés dans le second degré. Le sujet n'est pas que le sujet de la création de postes, il y a aussi celui du pouvoir d'achat. Là aussi, je réponds à plusieurs questions. Évidemment, ces moyens-là vont pour l'essentiel vers la rémunération. Donc soit pour financer les créations de postes dont j'ai parlé, soit pour améliorer le pouvoir d'achat des professeurs. Sur les questions de monsieur le député Larive, alors sur ce que vous avez dit sur les masques, donc, je tiens à signaler que ces masques-là sont donc ceux qui ont été distribués dans l'ensemble de la fonction publique. J'ai vu qu'il y avait eu des craintes qui s'exprimaient surtout pour la partie éducation. C'est vrai qu'il y a toujours une vigilance particulière. C'est un masque que je porte moi-même assez fréquemment. Les premiers éléments qu'on a de la part des administrations de la santé sont rassurants, mais à titre provisoire, nous avons voulu proposer aussi d'autres masques. Mais je préfère ne pas m'exprimer davantage en attendant les conclusions que nous attendons, mais les premiers éléments sont positifs. Je rappelle que ces masques étaient validés par toute une série d'autorités sanitaires et publiques, avec des normes AFNOR et autres. Ensuite, sur l'augmentation, donc, vous dites que ce n'est pas normal qu'il y aurait une sorte de préférence pour le privé parce qu'il y aurait une augmentation de 1,5%. Dans un budget qui augmente de 3,1%, ça n'indique pas une préférence pour le privé, pardon de vous le dire. Je tiens à signaler aussi qu'en cette rentrée, pour la première fois, il y a une baisse des inscriptions dans le privé. Ce n'est pas du tout, je vous le dis, la situation que j'ai trouvée en 2017, loin s'en faut. Et donc, sans autre jugement de valeur, on pourra dire aussi que dans ce quinquennat, un phénomène qui questionnait aura pu, je l'espère, se stabiliser, s'arrêter.